Je suis à peu près sûre que vous avez vu ça partout, sur YouTube, sur Insta, sur LinkedIn. Il n'y a pas un consultant aujourd'hui qui ne va pas vous vendre un modèle pour rédiger un prompt. Il existe effectivement des modèles pour rédiger des prompts. Il en existe plusieurs, le modèle parfait, le modèle pacifique. On va en parler juste après. Et il existe aussi tout un tas de techniques pour bien prompter. Ces techniques, elles ont des noms, elles ont une utilité, elles ne font pas toutes la même chose. Et là aussi, ça reste quand même important et surtout intéressant de voir comment bien prompter. Dans cette vidéo, on va donc voir 4 modèles de prompt qui peuvent vous aider à ne rien oublier quand vous êtes en train de rédiger un prompt. Et puis on va aussi voir toutes les techniques qui existent en plus de ces modèles-là pour bien prompter et aller plus loin, toujours plus loin, avec l'IA générative. Alors, première structure qui me marche quand même vachement bien, c'est une méthode francophone, c'est la méthode parfait. La méthode parfait, c'est donc une méthode qui est structurée autour de 7 piliers dans votre prompt: le persona, l'audience, le rôle, le format, l'action, l'intention et la tonalité. Ce modèle-là, si vous l'appliquez et que vous déclinez ces 7 piliers-là dans votre prompt, elle va vous aider à donner du cadre et de la personnalité au prompt, puisqu'on fait très attention au persona et à l'audience, donc à celui qui rédige et à qui il s'adresse. Et ça devrait vous permettre de faire des choses qui sont assez adaptées pour tout ce qui est éditorial et marketing. Exemple ici, en tant qu'expert en environnement, rédige un rapport structuré détaillant l'impact environnemental du projet d'urbanisme situé à Quimper, inclut des analyses de biodiversité, gestion des eaux pluviales, consommation énergétique et recommandations, utilise un ton professionnel clair et concis pour un public de décideurs publics. Objectif, obtenir un rapport précis et adapté aux décideurs. Dans cet exemple, on voit que la méthode parfait est plutôt bien tenue. On a à la fois le persona et son rôle, c'est-à-dire qu'en tant qu'expert en environnement rédige un rapport d'eux. On va retrouver l'audience, qui sont donc les décideurs publics. On va retrouver le format, donc là c'est un rapport qui est structuré. On va même retrouver des détails sur la structuration du dit rapport, quelles sont les étapes qu'il doit suivre, donc préciser donc le format. On a l'action de rédaction et de ce que ça doit inclure, l'intention qui se cache derrière et la tonalité. Et ça nous fait donc un prompt plutôt bien complet. On a des méthodes qui se décortiquent un petit peu plus. On parlera notamment ici du modèle pacifique. Le modèle pacifique, c'est un cadre qui dit que vous devez mettre dans votre prompt les éléments suivants: précision, audience, contexte, instruction, format, indicateur et contrainte. Là, l'idée, c'est de voir tout ce qui a été fait, tout ce qui a été, toutes les logiques qui ont été suivies par l'IA générative. Et ça va être plutôt utilisé dans les cadres de production pro ou dans des cadres pédagogiques. Précision, donc on va faire une demande précise: rédige un rapport environnemental du projet. Audience, les décideurs publics et les urbanistes. Contexte, c'est un projet urbaniste à Quimper soumis à étude d'impact. Instruction, tu inclus des analyses, des recommandations, une structure claire. Format, c'est un document structuré en sections avec des titres. Indicateur, clarté, exhaustivité, actionnable. C'est ce que moi je veux voir dedans, les indicateurs. Ça pourrait être des critères. Contrainte, ton formel, illustration possible, 3 pages maximum. Et toujours, je vous demanderai de mettre un objectif, donc produire un document structuré et ciblé en respectant les contraintes. Donc là, pour les esprits un petit peu plus analytiques, qui aiment bien pouvoir tout voir sous-tâche par sous-tâche, le modèle pacifique est quand même bien fichu. Il en existe un autre, le TCREI, qui va nous permettre d'écrire un prompt en fonction de la tâche qu'on souhaite faire, du contexte dans lequel on doit la réaliser, des références sur lesquelles on souhaite s'appuyer, de comment nous, en tant qu'humains, on va évaluer la qualité de la réponse. Et on va induire les itérations, ce qu'on va lui demander de faire et de revoir avant de nous donner sa réponse finale. Là, ici, c'est de s'assurer qu'il y a une bonne cohérence entre la consigne qui est donnée et ce que nous, on a positionné comme critère de qualité. Et c'est particulièrement adapté quand vous êtes en train de travailler sur des tâches ou des missions qui sont en lien avec la recherche et le développement ou l'IA tout court. Donc là, pour le coup, la tâche, c'est rédige un rapport d'évaluation environnementale,
Le contexte, bon, bah lui, il n'a pas bougé. Hein. Projet d'urbanisme à Quimper avec études de biodiversité et consommation d'énergie. Référence, tu vas inclure des données officielles et des recommandations réglementaires. Évaluation, ça doit me permettre de prendre une décision. Bon, c'en est une autre. Itération, tu vas vérifier la cohérence et la complétude, puis tu vas réviser, si besoin. Et l'objectif, donc créer un rapport pertinent pour décision avec validation et révision. On le voit, hein, les prompts, ils changent légèrement d'un modèle à un autre. Quatrième et dernier modèle, le modèle Reactor. Donc, le modèle Reactor, c'est plus itératif, c'est-à-dire qu'on va revenir et on va refaire les choses plusieurs fois avec l'intelligence artificielle et on va essayer de co-construire entre l'IA et l'humain qui est derrière l'écran. Donc là, dans Reactor, on a le rôle, l'explication, comment le sujet va être traité, l'analyse, les critères, la tonalité, l'objectif et la rétroaction. Plus facile avec l'exemple, expert en environnement, rédige un rapport. Tu découpes le sujet en impact, biodiversité, gestion des eaux, efficacité énergétique et recommandations. Pour chacun de ces aspects, tu listes les enjeux, les données clés et tu proposes une synthèse. Mes critères, ça va être la clarté, l'exhaustivité, la pertinence, tonalité professionnelle et objectif. Les objectifs, c'est un support d'aide à la prise de décision. En rétroaction, donc une fois que tu as fait ça, tu vérifies la cohérence globale à chaque étape et tu ajustes la structure en fonction. Objectif, générer un rapport cohérent, détaillé avec étape de validation. Donc là, on est beaucoup plus rigoureux, minutieux sur les étapes de raisonnement que va suivre l'IA, sur le fait que on va déjà de base dans le prompt lui demander de repasser dessus, de revenir dessus, de retravailler avant même qu'elle fasse son premier jet, de manière à avoir le rendu le plus performant possible. C'est vraiment un modèle qui met en avant la co-construction avec l'humain et le fait d'analyser, de mesurer, de regarder ce qui se passe. Donc on retient, nous avons 4 modèles. Il y en a plus, hein. Il y en a plus, mais ce sont 4 modèles qui sont très répandus, reconnus et que vous verrez un petit peu partout tout le temps. Une méthode française, donc le modèle parfait. Le modèle nommé Pacifique, donc là on est sur un truc très académique, très structuré. Le TCREI, donc là en gros on clarifie, on encadre et on essaye de créer des itérations. Et celui qui est à fond sur l'itération et la co-construction humain et IA, le modèle Reactor qu'on a vu en dernier. Quand on connaît les modèles de rédaction de prompt, c'est déjà pas mal parce qu'on a un squelette de départ, c'est un espèce de garde-fou qui se dit, bon bah voilà, en suivant ce garde-fou, en suivant ce modèle, que ce soit le Pacifique, que ce soit le Parfait, que ce soit le Reactor, peu importe, en suivant ces modèles-là, j'oublie rien et je suis sûre d'avoir mis le minimum syndical pour bien travailler, pour avancer tout droit. Ceci étant dit, ça ce sont des modèles de rédaction, des modèles de prompt, hein, qui vont nous permettre notamment d'avoir les 3 dimensions dont on a parlé précédemment, hein, les dimensions narratives, techniques et cognitives. Donc ce sont des garde-fous qui sont pratiques, qui sont sympas, mais on a aussi des techniques de prompt, c'est-à-dire des manières de prompter, des techniques qu'on va utiliser pour aller plus loin avec l'IA générative. Il en existe plusieurs. Je pense qu'à l'heure actuelle, je vais vous en donner un certain nombre et que si on se retrouve dans 6-8 mois, il y en aura d'autres qui auront été nommés, peut-être d'autres qui seront désuètes. L'IA est en plein développement, en pleine extension, donc tout est très mouvant. Donc je ne peux que vous encourager très 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 vivement à faire de la grosse veille sur les techniques de prompt. Mais là déjà, on va voir un bel échantillon de ce qui existe. Alors, la première, une des plus simples, c'est ce qu'on appelle le few-shot prompting. En gros, c'est très simple. Vous allez donner des exemples de sorties à l'IA générative. Par exemple, vous voulez une fiche produit pour votre site internet qui soit rédigée de telle façon. Et ben, vous allez lui donner 2, 3, 4, 5, 6 exemples de fiches produits déjà existantes et lui dire de coller à ce format-là. Ça, c'est la technique few-shot prompting. Donc, on fournit quelques exemples de questions-réponses ou de formats souhaités. Et puis, l'IA va apprendre sur ces données-là que vous allez lui donner le schéma de sortie que vous voulez. Et elle va s'adapter à la consigne. Exemple, phrase climat chaud, catégorisation, météo, phrase Bitcoin monte, catégorie finance. Et après, on va lui demander de catégoriser inflation mondiale, qu'il mettra probablement dans, je suppose, j'espère, je ne sais pas, je ne suis pas une IA générative. Ou bien encore, un exemple de question. Question 1, quel est le premier président? Réponse 1, George Washington. Question 2, qui a inventé l'ampoule? Réponse 2, Thomas Edison. Demande qui a découvert la pénicilline.
Et là, c'est à vous de me répondre. Donc ça, c'est le Few Shot Prompting. C'est une technique très simple, très facile à mettre en œuvre, à mettre en place, qu'on peut utiliser dans le quotidien. La deuxième qui est très utilisée, pardonnez-moi pour l'accent, je ne sais jamais prononcer ce dernier mot, qui est ma némésis, Chain of Thought, méthode où là, l'intelligence artificielle, on va lui demander de raisonner étape par étape avant de nous donner une conclusion. Donc là, quand on fait ça, le but pour nous en tant qu'humains, c'est d'améliorer la cohérence de ses réponses en s'assurant qu'elle va suivre une guideline, qu'elle va suivre des étapes, une méthode, et que comme ça, elle ne va rien oublier ou qu'elle va utiliser en tout cas la méthode qui est la nôtre. Donc, dans les exemples, on peut lui dire l'IA représente-t-elle une menace pour l'emploi, point d'interrogation. Expose d'abord les arguments pour, puis ceux contre, puis ta conclusion raisonnée fondée sur l'analyse précédente, donc les pour et les contre. Sachant que la COT, cette technique-là, va aussi pouvoir permettre d'éviter les biais, de pouvoir un petit peu mieux cadrer les risques d'hallucination. Donc c'est vraiment une technique que je vous invite vraiment à utiliser le plus souvent possible et à mettre quasiment automatiquement dans mon prompt parce qu'elle n'est pas difficile à faire. Mais par contre, elle est très aidante, elle borde beaucoup de choses. Autre exemple, quel est le thème principal du discours de Martin Luther King, I Have a Dream? Analyse d'abord les idées clés, les émotions exprimées, puis donne ta conclusion finale. Donc on lui donne les étapes de raisonnement qu'on souhaite qu'elle suive. Autre exemple, une entreprise veut réduire ses coûts de 20%, réfléchit en plusieurs étapes, quelles sont les options possibles, les risques associés, et propose la meilleure solution. Ou enfin, résous l'équation 2x plus 3 égale 11, écris ton raisonnement détaillé avant de donner la valeur finale de x. Très pratique si vous devez donner des cours de soutien en maths à qui que ce soit dans votre entourage. En fait, donnez-lui accès à l'IA. Non, je rigole. Ce sera peut-être pas suffisant. Mais utilisez la méthode COT. Donc celle-ci, vraiment, vous pouvez de base vous dire qu'elle appartient un petit peu au volet technique des prompts et qu'elle peut être de base induite, elle peut être donnée. Si vous travaillez sur une discipline que vous ne maîtrisez pas et que donc, vous n'êtes pas en mesure de donner les étapes de raisonnement parce que vous ne les maîtrisez pas, vous pouvez de facto, dans tous les cas, demander à l'IA de vous préciser quelles sont les étapes qu'elle a suivies, quel a été son raisonnement, pour pouvoir contrôler au moins les étapes et ou pour pouvoir vous renseigner sur ces étapes pour aller plus loin ou corriger ou modifier. En tous les cas, comprendre comment les choses se sont structurées, c'est important pour l'humain qui est caché derrière l'IA. Autre technique, avec le même mot horrible en anglais que j'ai vraiment de grandes difficultés à prononcer, Tree of Thought, TOT. Donc ça va plus loin que la méthode COT dont on vient de parler. Donc là, on va donner des raisonnements, mais on va lui faire paralléliser les raisonnements. C'est-à-dire qu'on va lui demander de suivre différentes pistes de raisonnement en parallèle, les unes en même temps que les autres, pour nous pouvoir sélectionner ou combiner différents raisonnements qu'aura suivi l'IA. Peut-être que l'IA s'appelle Léa, je ne sais pas. Ça va être très efficace pour la résolution de problèmes qui sont dits complexes. Par exemple, tu vas imaginer 3 experts qui sont en train de débattre sur la pertinence d'investir dans une technologie X énergétique. Tu vas présenter les arguments des 3, tu vas comparer et tu vas proposer une conclusion justifiée. Ou encore, étudie 5 solutions à un problème de pollution urbaine, présente pour chacune les points forts et les limites et sélectionne la plus viable en expliquant pourquoi. Pour un projet de lancement d'application mobile, exporte plusieurs modèles économiques, compare-les selon rentabilité et adoption client, puis fait un choix argumenté. Donc en gros, on lui demande de réfléchir à plusieurs choses en même temps, on lui donne le raisonnement qu'il doit appliquer sur ces plusieurs choses en même temps et de nous faire une réponse. Donc ça peut être très utile sur des étapes de brainstorming, par exemple en entreprise, ou quand on est en train de vouloir éprouver, tester un modèle, une idée, ça peut être une technique très pratique qui va donc plus loin que la COT. Autre technique de prompting, la technique REACT. Donc c'est la contraction de Reason and Act. Donc là, en gros, on va combiner le fait de lui demander d'expliciter son raisonnement et l'action qu'on lui demande de faire. En gros, dis-moi comment tu as réfléchi et après, tu agis. Ça va être très 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 utilisé pour tout ce qui est agents IA qui vont servir à l'exécution ou à la planification de tâches. Donc rédige un email de relance client après un premier contact.
et explique la stratégie de formulation pour maximiser le taux de réponse. Analyse les raisons possibles d'une baisse de vente dans une boutique physique et formule une hypothèse qui propose une enquête à mener pour la valider. Tu es assistant juridique, résume un extrait de contrat, puis identifie les clauses à risque et suggère leur reformulation. Donc d'abord tu réfléchis et après tu agis. Ça paraît bête comme chou, faut juste penser à les utiliser. Une que j'adore, que je plus sois, que je valide, qu'on a vu dans des exemples précédents sur d'autres modules avec la web sur l'IA, tout ce qui est Recursive Self-Improvement Prompting, donc RSIP. Donc ça, c'est une méthode itérative, donc c'est par coup par coup, en plusieurs fois, en plusieurs étapes itératives. Donc c'est une méthode itérative où l'intelligence artificielle relie, critique, réécrit, révise, refait sa propre réponse plusieurs fois. Et ce, en fonction des critères que vous lui aurez communiqués. Et normalement, à chaque boucle, à chaque itération, elle est censée améliorer sa réponse. Vous pouvez cibler ces améliorations, c'est-à-dire que vous pouvez faire une première itération sur la clarté, une deuxième sur la fluidité, une troisième sur la structure, une quatrième sur l'exhaustivité, etc. etc. Mais ce qui est intéressant ici, c'est le fait de travailler sur des boucles d'amélioration que vous allez cibler grâce à vos prompts. Donc, on a des exemples écrits ici aussi. Écris une fonction Python qui trie une liste de nombres. Améliore ton code 3 fois, d'abord pour la clarté, ensuite pour l'efficacité, enfin pour la maintenabilité. Montre à chaque étape ce qui a été amélioré. Si on fait du développement par exemple. Si on rédige des trucs. Rédige un résumé de 150 mots d'un article sur le changement climatique. Évalue ton texte sur 3 critères, l'exactitude scientifique, la neutralité de ton et la concision. Tu réécris 2 fois en visant l'amélioration selon ces critères. Ou bien encore, si on fait du méta-prompting, technique dont je vais parler juste après, crée un prompt complet pour obtenir un rapport technique sur la cybersécurité. Analyse ensuite ta consigne, clarté, précision, exhaustivité, améliore-la 2 fois et explique chaque changement. C'est de cette manière-là dont on peut formuler des boucles d'itération dans un prompt. De la même manière que la COT, c'est le SIP est quelque chose que l'on peut vraiment mettre, intégrer quasiment dans tous ces prompts dès qu'on travaille sur des sujets qui sont quand même soit éloignés de notre cœur de métier, soit complexes, soit longs, lourds, parce que c'est quand même un sacré garde-fou. Autre technique, Context Aware Decomposition, en acronyme ici CAD, ou CAD si vous êtes fluent british. Donc là, on va décomposer de manière hiérarchique un problème et on va décomposer une tâche qui est complexe en plein de petites sous-tâches qui sont moins complexes. Et on va s'assurer que notre prompt permette de garder une cohérence entre toutes ces sous-tâches. En gros, que l'IA se perde pas en chemin. Et ça, c'est assez pratique quand on est en train de travailler sur une tâche, dans un projet, sur une mission, où on a plein d'étapes. Donc en exemple ici, vous retrouverez conçoit une séquence e-learning, comme ça au hasard, sur l'éco-conception web, étape par étape. Donc en 1, tu vas identifier les compétences visées. En 2, tu vas déterminer les modules qu'il y a à l'intérieur. En 3, tu vas produire une évaluation formative. En 4, tu vas proposer un support de cours. Et tu fais attention à garder la cohérence entre toutes les étapes. Donc là, c'est une tâche qui est très longue. Normalement, le fait de créer une séquence e-learning, c'est très long. On a des sous-tâches à l'intérieur, on peut commencer à les lui donner. On pourrait aussi très bien juste converser et savoir que nous, les étapes qu'on suit, c'est d'abord les compétences visées et déjà faire un prompt là-dessus, puis faire un autre prompt sur les modules. Mais on sait aussi que dans la vraie vie, des fois, on a envie de dézoomer, voir un immense truc en une fois. Et donc, dans ce genre de cas de figure, la technique CAD est pas mal. Enfin, en tout cas, elle est indiquée. Autre exemple, créer une note de synthèse sur les IA génératives en santé. Découpage, 1. État de la recherche. 2. Application actuelle. 3. Bénéfices. 4. Risques. 5. Recommandations. Conclut sur la balance bénéfice-risque. Et voilà. Et on en a une troisième derrière. Conçoit une application mobile d'apprentissage de langue. Divise la tâche. Besoin utilisateur. Fonctionnalité. Interface. Modèle économique. Stratégie de lancement. On pourrait rajouter juste après les besoins utilisateurs, les freins, évidemment. Voilà. Tout est
ce genre de technique est vraiment utilisé quand je veux vraiment dézoomer sur quelque chose, avoir une vision du dessus et savoir à peu près où je mets les pieds, pouvoir isoler après ouais, où je vais devoir creuser. Donc c'est la Context Aware Decomposition. Il nous en reste 4 petites dernières. Si vous saignez pas du nez, je vous propose de continuer. Donc le prompt chaining, donc alors là pour le coup celui-là je pense que vous l'avez utilisé 4 milliards de fois à peu près, c'est enchaîner plusieurs prompts pour construire un raisonnement séquentiel. Donc, par exemple, le premier prompt résume les points clés du rapport environnemental que je viens de te donner. Second, liste les risques environnementaux qui sont identifiés dans le résumé. En 3, propose des mesures d'atténuation pour chaque risque listé. Donc au lieu de tout faire dans un seul et même prompt où on va mettre le raisonnement, les critères, etc., on découpe étape par étape. On est plutôt dans un échange, dans une conversation. Ça, c'est comme du zéro shot prompting, c'est quand on reçoit une consigne et qu'il n'y a rien au préalable, on n'a rien donné de base. C'est des techniques qu'on utilise assez naturellement parce que on est dans cette reproduction là d'une conversation et donc assez naturellement on va pouvoir faire du prompt chaining. Normalement à peu près n'importe quelle personne ayant utilisé l'IA a déjà fait du prompt chaining. Le métaprompting, autre technique que je plus soit valide adore et que je vous conseille d'utiliser, c'est quand avec notre prompt on demande à l'IA de générer un autre prompt. On fait du métaprompting, c'est de l'inception de prompt. L'idée ici, c'est de se faire aider de l'IA pour générer le meilleur prompt possible pour arriver à ses fins. Par exemple, rédiger un prompt complet et précis pour obtenir un plan de formation sur la gestion du stress en entreprise. Parce que vous y connaissez rien en formation, vous y connaissez rien en stress en entreprise. Bon, vous voulez faire un prompt qui tienne la route, mais comme vous connaissez rien sur ces deux pans-là, là, vous faites du métaprompting pour que l'IA vous aide à construire un prompt qui soit suffisamment costaud pour que vous puissiez faire cette tâche, en fait. Le self-consistency prompting, donc là, on va combiner plusieurs réponses générées, choisir celle qui est la plus cohérente statistiquement. Donc par exemple, propose 5 explications différentes sur pourquoi la Lune influence les marées. Parmi elles, identifie celle qui est la plus scientifiquement précise. Ou bien encore, donne 4 versions différentes de la définition du terme blockchain, compare-les et sélectionne la meilleure définition et la plus simple à comprendre. Et enfin, dernière technique, le prompt reversal ou le negative prompting, qui va être beaucoup utilisé, qui peut être beaucoup utilisé sur du prompt de génération vidéo. Quand on fait du negative prompting, on va mettre dans le prompt ce qu'on ne veut pas, ce qu'on souhaite éviter. Qu'on pourrait aussi appeler contrainte en français, on pourrait le signaler dans les contraintes. Là, la particularité, c'est qu'on le formule par la négative. Donc là, par exemple, explique le fonctionnement du moteur électrique sans utiliser de jargon technique ni de termes scientifiques complexes. Ou bien encore, rédige un article sur les bienfaits du télétravail en évitant toute formulation négative ou polémique. Ou écrit un livre en entier sans la lettre E, peut être une idée. Voilà là un petit peu le tour du propriétaire des modèles connus et reconnus qu'on va utiliser, des techniques de prompting qui sont les plus régulièrement utilisées pour aller le plus loin possible avec l'IA générative de texte. Comme vous pouvez le voir, on a donc beaucoup de choses à comprendre, à maîtriser, à savoir qu'on peut utiliser, qu'on peut mettre pour tirer le meilleur parti de l'IA générative. Et je conclurai en fait cette partie-là de cours sur une question que j'ai déjà eue à plusieurs reprises par des apprenants et que je trouve quand même assez intéressante. Souvent, c'est une question qui intervient quand on voit la taille de ce prompt par rapport à la taille de la réponse. Et très souvent, j'ai des apprenants qui légitimement me disent « Mais est-ce que ça vaut vraiment le coup d'autant se casser la tête à faire un prompt de cette taille-là pour une réponse de cette taille-là ?» Chose à laquelle je réponds, ce n'est pas tant la taille qui compte, plutôt que la qualité de ce qui est donné. Si je travaille dans le marketing ou dans la publicité, dans la communication, je pense qu'avant qu'on ait des gens qui nous disent « Juva bien, c'est Juvamine » ou « Il n'y a que Maï qui m'a Amora pour l'amour du goût », ça... Donc story short, ça a donné des slogans de 3 mots, c'est très court, 3 mots. Pourtant, ce sont des gens qui s'y sont mis à 5, 6, 7, 8 et qui ont travaillé 2-3 semaines sur la question et qui ont marqué les esprits jusqu'à aujourd'hui, puisque c'est pas tant ma génération comme publicité et pourtant je m'en rappelle encore. Donc c'est pas tant la taille du prompt ou la taille de la réponse qui va faire la qualité, c'est pas une affaire de taille, les choses sont pas une affaire de durée ou de taille ou de quantité. Ne soyez pas choqués, ne soyez pas heurtés du fait d'avoir fait un très long prompt pour des fois des résultats qui sont
de petite taille, parce qu'en fait, c'est pas tant ça. Si on sert l'objectif et que ça nous permet d'atteindre l'objectif qu'on vise, en fait, que ça se fasse en 3 mots ou que ça se fasse en 250, on s'en fiche un peu. Et autre chose, bien entendu, quand on rentre dans ce genre de travail et quand on décide de se mettre au prompt engineering, il est quand même assez recommandé, c'est qu'en tout cas, je trouve plus intelligent de conserver les bons prompts, ceux qui donnent résultat, ceux qui donnent satisfaction, pour pouvoir les réutiliser plus tard. Évidemment, tous les prompts ne se valent pas. Peut-être qu'une mini bio, pour le coup, ça, sur LinkedIn, ça vaut pas trop le coup, parce qu'une mini bio sur LinkedIn, je vais la faire une fois et puis je vais pas la faire 10 fois. Mais peut-être que si je suis community manager et que j'ai 50 clients et que je dois refaire des mini bio 50 fois par an, ben là, ce prompt, une fois que je l'ai, j'ai plus qu'à changer les variables. Et je suis bien content d'avoir eu ce grand prompt qui me donne des petites bios super efficaces, super précises. Donc, oui, des fois, des grands prompts donnent des petites réponses. C'est pas la durée, c'est pas la quantité qui fait la qualité. Et quand on commence à travailler sur le prompt engineering, l'idée, c'est de faire des gros prompts bien dodus, bien efficaces, bien performants sur des tâches qu'on va être amené à faire et à refaire dans le temps. Voilà. Si vous avez d'autres questions, d'autres remarques par rapport au modèle, par rapport aux techniques, sur des dimensions peut-être plus éthiques de la chose, laissez-les en commentaire. Faites-nous les remonter et puis on se fera une joie d'y répondre. J'espère que c'était très clair en tous les cas, ces modèles et ces techniques. Et puis faites de la veille sur les modèles, faites de la veille sur les techniques, utilisez-les, éprouvez-les et vous verrez, ça ne va faire qu'évoluer, changer parce que c'est un secteur en mouvement, hein. On ne peut pas plus être en mouvement que l'IA en ce moment.